Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette toute première émission d'Inside News Review pour l'année 2026. Après plusieurs semaines d'observations minutieuses, de recherches approfondies, nous revenons avec une analyse qui mérite toute votre attention. Cette émission que vous allez suivre se déroulera en deux parties. Pourquoi deux parties ? Parce que le sujet que nous abordons aujourd'hui est trop vaste, trop profond, trop capital pour être traité superficiellement en une seule émission. Nous avons choisi l'exigence plutôt que la facilité. Aujourd'hui, dans la première partie, nous diagnostiquons les racines du mal congolais. D'où vient cette impuissance qui paralyse notre pays malgré ses richesses immenses ? Ensuite, dans la deuxième partie, nous analyserons qui profite de cette impuissance, quels dangers nous ignorons et surtout, quelles solutions existent réellement. Imaginons un instant, un pays de 2,3 millions de kilomètres carrés. 80% des réserves mondiales de coltan, minerais indispensables à chaque smartphone, chaque ordinateur. 80 millions d'hectares de terres arables. Le second bassin forestier planétaire après l'Amazonie. Plus de 100 millions d'habitants, dont 65% ont moins de 25 ans. Pourtant, ce géant importe 2,5 milliards de dollars de nourriture chaque année. Son franc oscille entre 2500 et 3000 pour $1. 6,9 millions de personnes déplacées selon le HCR en décembre 2025. Des territoires entiers perdus face à une rébellion soutenue par un voisin 5 fois plus petit économiquement. Ce pays, c'est le Congo. Le vôtre, le nôtre. Durant l'année 2025, un homme a parlé. 3 entretiens accordés à différents médias congolais. Pas un opposant politique, pas un activiste des réseaux sociaux. Le docteur Silas Mimile Makangu, ancien secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature de 2013 à 2018, l'organe constitutionnel qui gère la carrière des magistrats congolais. Professeur d'université en relations internationales, docteur en politique internationale et en management stratégique. Auteur de la RDC entre impuissance et déni de puissance et le chef fondamentaux d'un leadership stratégique. Profil académique solide, fonctions institutionnelles vérifiables. Déclaration précise, datée. Ces entretiens ont circulé. Des milliers de vues cumulées, des débats enflammés. Mais personne n'a pris le temps de rassembler méthodiquement ces révélations, de les vérifier, de les confronter aux faits établis. Ce travail, nous l'accomplissons aujourd'hui pour vous. Le docteur Makangu pose un diagnostic chirurgical sur ce qu'il appelle l'impuissance congolaise. Une impuissance qu'il qualifie de congénitale, inscrite dans l'ADN même de l'État depuis la conférence de Berlin 1884-1885. Mais aussi une impuissance entretenue, perpétuée par des décennies d'échecs de gouvernance. Nous allons décortiquer, vérifier, confronter, vous donner les faits, les données, les questions. À vous de forger votre jugement. Commençons par le commencement. Berlin, 1884. Le docteur Makangu ouvre ses 3 entretiens avec une thèse dérangeante. L'impuissance congolaise serait congénitale. Le mot est lourd, médical. Congénitale signifie une anomalie présente dès la naissance, inscrite dans la structure même. Appliquée à un État, ce terme suggère que la RDC est née faible, conçue pour être faible, non par accident, mais par conception délibérée des puissances coloniales. Retour aux faits historiques vérifiables. 15 novembre 1884 au 26 février 1885. 14 puissances européennes se réunissent à Berlin. Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suède-Norvège, Empire ottoman, États-Unis. Aucun Africain n'est invité. Le continent africain devient table de négociation. Territoire tracé à la règle selon les intérêts des chancelleries. Date 5 février 1885, signature de l'Acte général de Berlin. L'article 1er crée l'État indépendant du Congo. Mais indépendant de qui ? Le texte précise « sous l'autorité personnelle du roi Léopold de Belgique ». Particularité capitale que le docteur Makangu souligne dans ses 3 entretiens,
Contrairement aux autres colonies africaines attribuées directement aux États européens, le Congo devient propriété privée d'un souverain. Léopold II ne possède pas le Congo au nom de la Belgique. Il le possède à titre personnel, comme on possède une plantation, une entreprise commerciale. Le docteur Matangu utilise un vocabulaire précis, condominium, bien sans maître, géré par Léopold II comme intendant pour le compte des puissances coloniales. Il parle de géopolitique de l'intendance, opposée à géopolitique de la souveraineté. Cette lecture trouve confirmation dans les travaux de l'historien belge Jean-Luc Vellu, spécialiste reconnu de cette période. Les archives montrent que l'État indépendant du Congo fonctionnait comme entreprise commerciale internationale plutôt que comme État traditionnel. Les concessions accordées entre 1885 et 1908 à des sociétés britanniques, américaines, françaises, belges pour l'exploitation du caoutchouc et de l'ivoire illustrent cette réalité. Les grandes puissances se garantissaient mutuellement l'accès aux ressources. Bassin du Congo, ouvert au commerce international. Libre navigation sur le fleuve pour tous. Libre accès aux richesses pour tous. Léopold II n'était pas maître absolu. Il était gérant, administrateur d'un espace commun. Quand ces méthodes brutales deviennent trop visibles, après révélation des atrocités. La Belgique reprend le Congo en 1908. Changement de propriétaire, pas de logique. Cette configuration originelle a créé un précédent historique. Le Congo n'était pas conçu pour exister en tant qu'État souverain défendant ses propres intérêts. Il était conçu comme espace de prédation organisée, légale, internationale. Mais le docteur Makangu ne s'arrête pas au constat historique. Il pose la question cruciale. Cette origine condamne-t-elle définitivement la souveraineté congolaise ? Sa réponse, non. Il prend l'exemple médical qu'il développe dans son premier entretien. La médecine moderne corrige des malformations congénitales. On sépare des siamoises. On implante des cœurs artificiels. On extrait des cellules cancéreuses. De même, un État peut corriger ses défauts structurels originels. Les États-Unis ont émergé d'une colonie britannique pour devenir première puissance mondiale. Singapour était comptoir commercial avant de devenir l'un des pays les plus riches du monde par habitant. Le Vietnam, colonisé puis déchiré par 3 décennies de guerre, affiche aujourd'hui 6% de croissance annuelle avec 350 milliards de dollars d'exportation. L'histoire n'est pas fatalité absolue, mais elle crée des dynamiques qui persistent si on ne les combat pas activement, intelligemment. Et justement, le rapport 2025 du Centre d'études stratégiques africaines de Washington note qu'en 2025, les entreprises étrangères contrôlent toujours 87% de l'exploitation minière congolaise. Les contrats miniers signés depuis 2001 révèlent des clauses d'arbitrage international systématiques, limitant la capacité de l'État congolais à modifier unilatéralement les termes. Le statut de bien commun, décrit par le docteur Makangu pour 1885, persiste dans les mécanismes économiques de 2025. Les acteurs ont changé. Européens d'hier laissent place aux multinationales d'aujourd'hui, aux Chinois, aux Américains. Mais la logique demeure. Cependant, le docteur Makangu ne limite pas son diagnostic à l'héritage colonial. Dans ses 3 entretiens, il revient obsessionnellement sur une seconde cause d'impuissance, plus contemporaine, plus embarrassante aussi. Celle-ci relève de la responsabilité nationale directe. Le docteur Makangu martèle une formule provocante à travers ses 3 interventions. L'ingouvernance érigée en mode de gouvernance. La formule frappe. Elle signifie que le dysfonctionnement n'est pas accidentel, temporaire. Il est devenu système, méthode, normalité acceptée. Prenons des exemples concrets, vérifiables, documentés. 23 et 24 septembre 1991. Des soldats de la division spéciale présidentielle, non payés depuis plusieurs mois, île Kinshasa, le bilan selon Human Rights Watch,
3000 morts dans l'ensemble du pays, 1 milliard de dollars de dégâts matériels. 28 janvier 1993, nouveau pillage. Même cause, mêmes effets dévastateurs. Le docteur Makangu insiste dans ses entretiens, ces événements ne résultent pas d'une invasion extérieure. Pas de complot rwandais en 1991. Pas d'ingérence ougandaise. Juste l'effondrement interne d'un État incapable de payer ses propres soldats, incapable de gérer sa monnaie, incapable de maintenir l'ordre. Le régime Mobutu imprime de nouveaux billets sans couverture économique. Inflation explose. Salaires des fonctionnaires et militaires ne valent plus rien. Chaîne de commandement se délite. Soldats affamés se transforment en pilleurs. L'État s'autodétruit de l'intérieur. Le docteur Makangu évoque également la zaïrianisation de 1973. 30 novembre 1973, Mobutu nationalise toutes les entreprises étrangères et les attribue à des Congolais. Objectif affiché, reprendre contrôle de l'économie nationale. Résultat, effondrement de la production agricole et industrielle en moins de 2 ans. Pourquoi cet échec catastrophique ? Les bénéficiaires de ces nationalisations n'avaient ni compétences, ni capital, ni expérience pour gérer ces entreprises. Ils les ont pillées, vidées, détruites comme source de revenus personnels. En 1975, Mobutu rétrocède la majorité des entreprises à leurs propriétaires d'origine. Échec total admis. Dégâts durables sur l'économie. Le docteur Makangu, dans son 3e entretien au Parlement des étudiants, formule une observation terrible. Mobutu est tombé avant de tomber. Explication, le régime s'est écroulé de l'intérieur avant que le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi ne le poussent en 1996-1997. Ces puissances régionales n'ont fait que toucher le mur et le mur s'est écroulé parce que les fondations étaient déjà ébranlées. Cette image du mur ébranlé traverse ces 3 entretiens. L'incursion des armées étrangères n'est jamais la cause première de l'effondrement d'un État. C'est la mauvaise gouvernance interne qui crée les conditions de la chute. Il cite d'autres exemples internationaux pour renforcer son argument. Tunisie, 2011. Ben Ali règne 24 ans. Tombe en quelques semaines suite au soulèvement de la jeunesse étudiante qui finit ses études mais ne trouve pas d'emploi. La frustration accumulée devient plus dangereuse que 15 groupes armés étrangers. Libye 2011. Kadhafi semblait tout-puissant, mais il n'a favorisé que sa tribu. Les Occidentaux ont profité de cette sensibilité interne pour renverser le régime. Nigeria actuel. Les Kanori, tribus minoritaires du Nord-Est, sont moins représentés au nom de la démocratie, leurs revendications ignorées. Résultat, 80% des partisans de Boko Haram viennent de cette tribu. Le terrorisme devient leur moyen de faire entendre leur voix. La frustration génère violence. Le docteur Makangu tire une conclusion stratégique de ces exemples. La frustration interne est plus dangereuse que 15 groupes armés voisins qui vous envahissent. L'intelligence stratégique d'un État ne consiste pas seulement à étudier les menaces externes. Elle consiste d'abord à étudier la dangerosité de certaines pratiques de gouvernance qui, de l'intérieur, peuvent nuire à la structure étatique. Les données actuelles confirment la persistance de ces dysfonctionnements au Congo. Transparency International 2024 classe la RDC 162e sur 180 pays pour l'indice de perception de la corruption. Fonds monétaire international analyse octobre 2024. 40% du budget national congolais provient de l'aide internationale et des prêts. 40%. Presque la moitié du budget dépend d'argent extérieur. Quand vous dépendez à 40% de financement externe pour faire fonctionner votre État, combien de marge de manœuvre vous reste-t-il réellement pour imposer vos propres priorités ? Indice Ibrahim de gouvernance africaine 2024 place la RDC 48e sur 54 pays africains. Même en Afrique, continent confronté à d'immenses défis de gouvernance, le Congo figure parmi les derniers. Le docteur Makangu cite dans ses entretiens la théorie des Two-Level Games de Robert Putnam, théorie classique en relations internationales. Un État puissant doit d'abord démontrer sa capacité d'organisation interne
avant de s'affirmer sur la scène internationale. Un État qui ne peut ni payer ses fonctionnaires, ni gérer ses finances publiques, ni maintenir l'ordre sur son territoire, a beau revendiquer un statut de grande puissance régionale, personne ne le prendra au sérieux dans le concert des nations. La RDC présente cette contradiction manifeste, douloureuse. Elle revendique un rôle de leader continental, tout en affichant des indicateurs de gouvernance parmi les plus faibles d'Afrique. Mais passons maintenant du diagnostic général à l'analyse structurelle. Le docteur Makangu propose dans ses 3 entretiens une grille de lecture opérationnelle, 4 piliers de la puissance nationale. À travers ces 3 entretiens, le docteur Makangu développe une grille d'analyse en 4 dimensions: puissance économique, puissance politique, puissance militaire, puissance culturelle ou soft power. Examinons méthodiquement chaque pilier. Analysons le premier pilier, la puissance économique. Le docteur Makangu l'a défini par 3 capacités simples: produire, transformer, exporter. La RDC échoue sur ces 3 fronts simultanément. Regardons les chiffres vérifiables. La RDC exporte annuellement environ 21 milliards de dollars de minerais, selon données 2023 de la Banque centrale du Congo. Cuivre, cobalt, or, coltan, diamant. Mais elle importe 2,5 milliards de dollars de produits alimentaires. Riz, maïs, blé, huile de palme. Des produits que le pays pourrait cultiver lui-même sur ses 80 millions d'hectares de terres arables. Elle produit 2 millions de tonnes de cuivre annuellement, mais ne dispose d'aucune usine de transformation en produits finis. Le cuivre part brut vers la Chine, l'Europe, les États-Unis. Il revient transformé en fils électriques, en circuits imprimés, en batteries, vendu 10 fois plus cher. Elle cultive seulement 10% de ses terres arables. 10%. Les 90% restants dorment pendant que le pays importe sa nourriture, payée en devises étrangères. Cette situation crée la dollarisation évoquée dans les entretiens. L'économie congolaise fonctionne à 90% en dollars car elle consomme massivement des produits importés payés en devises. Le franc congolais ne sert qu'à payer les petites dépenses locales. L'économie réelle tourne en dollars américains. Comparaison instructive que le docteur Makangu n'évoque pas explicitement, mais qui valide son analyse. Le Botswana exporte également des minerais, essentiellement des diamants. Mais dès les années 1970, le gouvernement botswanais impose une obligation de transformation locale partielle. Résultat vérifiable, le Botswana affiche un PIB par habitant de 7 600 $ en 2024 contre 580 $ pour la RDC. Malgré une population 30 fois inférieure, le Botswana a fait un choix stratégique, garder de la valeur ajoutée au pays. La RDC fait le choix inverse depuis des décennies, exporter la matière brute, importer le produit fini transformé. Venons-en au deuxième pilier, la puissance politique. Le docteur Makangu l'a défini comme l'intelligence dans l'organisation de l'espace national. Il cite dans son deuxième entretien que l'État doit devenir la personnification de l'intelligence. Mais pour devenir cette personnification, l'État doit utiliser 2 outils méthodologiques que le docteur Makangu développe dans son troisième entretien: le microscope et le télescope. Le microscope pour voir les détails, les éléments proches. Quelle commune de Kinshasa peut devenir foyer de tension si la capitale était attaquée? Où trouver les jeunes frustrés, susceptibles de se retourner contre les institutions? Ces détails doivent être étudiés scientifiquement. Le télescope pour voir loin, anticiper. Dans 15 ans, dans 30 ans, qu'est-ce qui pourrait arriver? L'État ne se conjugue jamais au présent, selon le docteur Makangu. L'État se conjugue toujours au futur, en puisant dans les ressources du passé, faisant du présent son laboratoire pour ériger son futur. Mais la RDC vit dans la prison de l'instantanéité, l'immédiateté. Balelo lambalo lelo, comme dit le docteur Makangu dans son premier entretien. Aujourd'hui, 11 tentatives de résolution pacifique de la crise avec le Rwanda. Toutes ont montré leurs limites. Pourquoi?
Parce qu'on ne se sert pas du télescope. On cherche à résoudre le problème immédiat au lieu de pouvoir anticiper. Le docteur Makangu cite l'initiative Tundamaka, terme qui désigne le service national lancé par le président Tshisekedi. Il en parle positivement dans son 3e entretien comme exemple d'utilisation de la jeunesse congolaise. Vérification factuelle. Le service national forme effectivement des jeunes aux métiers agricoles et artisanaux. Les chiffres officiels de Radio Okapi, juin 2024, 16 000 tonnes de maïs récoltées en 2023-2024 au centre Félix-Antoine Tshisekedi de Kasese. Le commandant du service national, général Jean-Pierre Kasongo Kabwit, affirme viser 50 000 tonnes en 2025. Production de 1500 bancs pour établissements scolaires. Élevage passé de 4 à 2221 têtes de bovins. Initiative louable, concrète, mesurable. Mais le docteur Makangu fait le calcul froid dans son 3e entretien. Sur une population de 100 millions d'habitants, dont 65% ont moins de 25 ans, cela représente 65 millions de jeunes potentiels. Le service national forme actuellement quelques dizaines de milliers. Ramené à 100 millions d'habitants, l'impact reste marginal statistiquement. Pour créer un impact structurel sur le chômage des jeunes, sur la production agricole nationale, il faudrait multiplier ce programme par 100 au minimum. Former 6 millions de jeunes, pas 65 000. Le déployer dans les 26 provinces avec la même intensité, pas seulement autour de Kinshasa et du Haut-Lomami. L'initiative va dans la bonne direction, mais son échelle reste inadaptée à l'ampleur du défi national. C'est la critique constructive du docteur Makangu. La RDC compte 26 provinces depuis 2015. Mais selon rapport 2024 du PNUD, seules 8 disposent d'infrastructures permettant une administration effective. Les provinces du Tanganyika, du Maniema, de la Mongala fonctionnent avec des budgets provinciaux inférieurs à 10 millions de dollars annuels. Impossible d'assurer services de base avec si peu. La décentralisation promise par la Constitution 2006 reste largement lettre morte. Les 40% des recettes nationales qui devaient revenir aux provinces ne sont jamais effectivement décaissées. Ce système maintient les provinces dans dépendance permanente vis-à-vis de Kinshasa, empêchant émergence de contrepoids politiques régionaux. Que dire du 3e pilier, la puissance militaire? Ici, les révélations du docteur Makangu touchent des points extrêmement sensibles. Il affirme dans son premier entretien que Mobutu n'avait pas d'armée au moment de l'arrivée des réfugiés rwandais en 1994. Cette affirmation provoque la réaction de son interlocuteur Kasongo, qui évoque la déclaration de Kengo Wadondo, selon laquelle l'accueil des réfugiés fut imposé au Zaïre. Vérification des faits historiques. Avril 1994, le génocide rwandais provoque l'exode de 1,2 million de Rwandais vers le Zaïre oriental selon Haut Commissariat aux réfugiés. Parmi eux, environ 50 000 ex-FAR, forces armées rwandaises et miliciens interahamwe, selon estimation de Human Rights Watch. Le droit international humanitaire impose effectivement aux pays voisins d'accueillir les réfugiés. Le docteur Makangu a raison sur ce point juridique. Mais ce même droit impose aux pays hôtes de désarmer les combattants réfugiés pour éviter la militarisation des camps. Archives de l'ONU documentent que les camps de réfugiés de Goma et Bukavu sont restés militarisés entre 1994 et 1996. Les ex-FAR y ont conservé leurs armes, leurs structures de commandement, leurs entraînements militaires. Cette situation résulte d'une défaillance totale de l'armée zaïroise, incapable matériellement et politiquement d'assurer le désarmement. Pourquoi cette incapacité flagrante? Le docteur Makangu répond sans détour. Parce que les généraux zaïrois contrôlaient des réseaux commerciaux plus qu'ils ne commandaient une armée nationale. Fait confirmé par rapport de l'expert ONU Honoré Rakotomanana en 1996 qui documentait le trafic d'armes et de minerais
impliquant des officiers supérieurs de l'armée zaïroise. L'armée zaïroise n'était pas une force militaire cohérente. C'était une collection de réseaux mafieux en uniforme, obéissant à des logiques de profit personnel plutôt qu'à des impératifs de défense nationale. Avançons vers la période actuelle. La loi de programmation militaire 2023-2027, votée sous Tshisekedi, représente une tentative de correction de cette déliquescence. Vérification factuelle. Selon le compte-rendu du Conseil des ministres novembre 2022, le budget défense 2023 augmente de 300% par rapport à 2022 pour atteindre 10,4% du budget national, soit environ 1,5 milliard de dollars. La loi prévoit acquisition d'armes et munitions, réhabilitation d'infrastructures militaires, formation et recrutement. Le docteur Makangu mentionne dans son premier entretien que 3 milliards ont déjà été injectés dans l'armée. Ce chiffre semble correspondre aux 2 premières années de la loi de programmation 2023-2024. Mais la question qu'il pose demeure légitime. Où sont passés précisément ces milliards ? Quels équipements ont été acquis concrètement ? Quels résultats mesurables sur le terrain ? Le docteur Makangu évoque dans ses entretiens des arrestations de généraux pour détournement sans jamais les nommer précisément. Cette prudence s'explique. Il était lui-même au cœur du système judiciaire et connaît les limites de ce qu'on peut dire publiquement. Mais le pattern demeure observable. Des scandales financiers impliquant l'entourage présidentiel ou les hauts gradés militaires éclatent régulièrement. Les poursuites judiciaires restent rares. Les condamnations quasi inexistantes. Comment une armée peut-elle être efficace quand son commandement détourne les budgets opérationnels destinés à l'achat d'uniformes, de munitions, de rations alimentaires pour les soldats? Le docteur Makangu insiste sur un point crucial développé dans ses 3 entretiens. Une armée forte repose d'abord sur la qualité de son commandement, ensuite sur son équipement. Les exemples historiques confirment cette hiérarchie. Armée israélienne 1948 disposait d'un armement inférieur aux armées arabes, mais l'a emporté grâce à un commandement supérieur tactiquement et stratégiquement. Armée vietnamienne a vaincu l'armée américaine technologiquement supérieure grâce à une stratégie adaptée et un commandement déterminé. Donnez les meilleurs tanks, les meilleurs fusils à des généraux corrompus qui pensent d'abord à leur enrichissement personnel, vous n'obtiendrez qu'une armée équipée mais inefficace sur le champ de bataille. Terminons ce point avec le 4e pilier, le soft power. Le docteur Makangu évoque dans son premier entretien la capacité de séduire, d'attirer, de rayonner culturellement. L'échange sur le contrat de sponsoring avec le FC Barcelone révèle un désaccord fondamental entre l'analyste et les choix gouvernementaux. Les faits vérifiables. En juin 2024, la RBC signe un contrat de 4 millions d'euros par an avec le FC Barcelone pour afficher « Visite Congo » sur des maillots lors de certains matchs. Le gouvernement justifie cette dépense par la promotion touristique internationale. Le docteur Makangu qualifie cette initiative de mauvaise priorisation. 4 millions d'euros auraient dû servir à renforcer la puissance économique ou militaire plutôt que le marketing touristique dans le contexte sécuritaire actuel. Cette critique mérite examen nuancé. Le Rwanda a investi massivement dans le sponsoring sportif. 40 millions de dollars avec Arsenal FC entre 2018 et 2024. 10 millions avec le Paris Saint-Germain. Résultat vérifiable, selon Rwanda Development Board, arrivée touristique au Rwanda passe de 1,3 million en 2017 à 1,7 million en 2023, générant 498 millions de dollars de revenus en 2023. L'investissement marketing a créé des retours économiques mesurables, quantifiables. Mais le docteur Makangu soulève la question de la séquence. Le Rwanda a d'abord stabilisé sa sécurité intérieure, construit des infrastructures touristiques fonctionnelles, aéroport international de Bugesera, hôtels aux standards internationaux, avant d'investir dans le marketing de destination. La RDC fait l'inverse. Elle investit dans la communication sans avoir sécurisé l'est du pays.
sans avoir finalisé la réhabilitation de l'aéroport de Nedjili, sans avoir développé des circuits touristiques sécurisés et fonctionnels. Un touriste attiré par le sponsoring du Barcelone arrive à Kinshasa et découvre quoi? Des infrastructures défaillantes, des routes impraticables, une insécurité dans l'Est. Le soft power ne fonctionne que s'il s'appuie sur une base matérielle solide, sur une réalité tangible qui correspond à la promesse marketing. Ces 4 piliers de la puissance, économique, politique, militaire, culturelle, sont tous effondrés ou gravement affaiblis selon l'analyse du docteur Makangu. Mais d'où vient cette incapacité persistante à reconstruire ces piliers malgré les richesses immenses du pays? La réponse se trouve dans un 5e élément transversal que le docteur Makangu développe longuement dans son 3e entretien. La mentalité congolaise. Dans son 3e entretien au Parlement des étudiants, le docteur Makangu consacre des développements importants à une question rarement abordée avec cette franchise, la mentalité congolaise comme racine profonde de l'impuissance. Il affirme d'entrée « Aucun peuple ne naît avec une mentalité. Les mentalités se construisent, donc elles peuvent se déconstruire. La mentalité actuelle des Congolais, selon lui, résulte d'une construction historique sur plusieurs siècles. Entre la traite négrière qui a duré 4 siècles et la colonisation qui a suivi, aucune transition. Passage direct de l'esclavage à la domination coloniale. Quand l'indépendance arrive le 30 juin 1960, le Belge part physiquement, mais la mentalité qu'il a inculquée reste profondément ancrée. Cette mentalité se caractérise par quoi concrètement? Le docteur Makangu liste la dépendance systématique, le fatalisme résigné, la diabolisation de ce qui est local, la glorification de ce qui vient de l'extérieur. Exemple qu'il donne. Le meilleur universitaire congolais est celui qui a étudié en Europe ou en Amérique. Le meilleur joueur de football est celui qui joue à l'étranger dans un club européen. Le meilleur prédicateur religieux vient de l'extérieur, d'Amérique ou d'Europe. Pourquoi cette hiérarchie mentale persiste-t-elle? Parce que le colonisateur a construit cette échelle de valeurs pour assurer sa domination psychologique. Il fallait amener les Congolais à désapprouver systématiquement leurs propres capacités et à angéliser tout ce qui venait de l'extérieur de l'Occident civilisateur. Cette analyse mentale n'est pas nouvelle. Elle trouve écho dans les travaux du psychiatre martiniquais Frantz Fanon, particulièrement dans Peau noire, masque blanc, publié en 1952. Fanon documentait les mêmes mécanismes d'aliénation mentale chez les colonisés des Antilles françaises. Le colonisé intériorise le regard méprisant du colonisateur sur lui-même. Le docteur Makangu va plus loin. Il donne un exemple concret, presque brutal, qui illustre cette mentalité dégradée. L'étudiant qui sort de l'université et monte sur un véhicule de transport en commun, là où il n'y a pas de ceinture de sécurité, c'est la preuve qu'il a mal étudié. L'université l'a ensorcelé, lui a volé ce qu'il avait d'essentiel, son cerveau. Cette formule choque, mais elle pose une question réelle. À quoi sert l'éducation si elle ne transforme pas les comportements, si elle ne génère pas une conscience du risque, si elle ne crée pas un refus de l'insécurité quotidienne? Le docteur Makangu cite également le phénomène observable à Kinshasa. Il n'est pas normal que vous et moi soyons si bien habillés dans cet hémicycle alors que nous venons de traverser les avenues les plus sales de l'Afrique et personne ne s'est plaint. Cette observation interroge. Comment peut-on accepter la saleté permanente de son environnement tout en soignant son apparence personnelle? Cette dichotomie révèle une mentalité où l'espace public n'appartient à personne, où chacun se replie sur sa sphère privée sans se sentir responsable du collectif. Autre manifestation de cette mentalité que le docteur Makangu dénonce. La déresponsabilisation systématique. Si ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Si ce n'est pas la communauté internationale, c'est le Rwanda. Alors la question qu'on doit se poser, sommes-nous encore des hommes ou avons-nous cessé notre humanisation? Cette formule terrible interroge la capacité congolaise à assumer la responsabilité de son propre destin.
tout est toujours la faute d'un acteur extérieur. Jamais la conséquence de nos propres choix, de notre propre inaction, de notre propre compromission. Mais le docteur Makangu ne se contente pas du diagnostic. Il propose une solution qui traverse ces 3 entretiens. La déconstruction méthodique de cette mentalité, suivie d'une reconstruction sur des bases nouvelles. La solution, selon lui, une ingénierie intellectuelle qui va déconstruire, déstructurer ces schémas mentaux hérités. Mais avant de déconstruire, il faut avoir un projet de construction clair. La nature a horreur du vide, dit-il. On ne peut pas juste détruire l'ancienne mentalité sans avoir défini clairement quelle nouvelle mentalité on veut construire. Question centrale qu'il pose dans son 3e entretien. Quel type d'homme la RDC a-t-elle besoin pour 2060, l'année du centenaire de l'indépendance? Quelle est la maquette de l'homme congolais que nous voulons façonner? Cette approche résonne avec celle de la Chine post-Mao. Deng Xiaoping ne s'est pas contenté de critiquer le système maoïste destructeur. Il a défini un projet clair, assumé, faire de la Chine la première puissance économique mondiale. Tout a été subordonné à cet objectif national. L'éducation, la science, la diplomatie, l'économie. Le docteur Makangu cite cette phrase du dirigeant chinois qui révèle la détermination d'un État. Il est impossible que la Chine ne soit pas la première puissance mondiale dans tous les aspects. Question posée par un journaliste. Vous n'avez pas peur de l'intervention de Dieu? Réponse du dirigeant. Même Dieu est au courant de notre projet. Cette détermination, cette clarté d'objectifs stratégiques à long terme, font cruellement défaut au Congo, selon le docteur Makangu. Le Congo n'a pas de vision pour 2060. Il navigue au jour le jour, de crise en crise, de dialogue en dialogue avec le Rwanda, sans jamais se demander « Où voulons-nous être dans 35 ans ?» Quel Congo voulons-nous laisser à nos enfants et petits-enfants? Mais déconstruire une mentalité et en reconstruire une autre ne suffit pas si les intelligences capables de piloter cette transformation ne sont pas mobilisées. C'est le 5e point que le docteur Makangu développe à travers ces 3 entretiens. Le docteur Makangu affirme dans ces 3 entretiens que les intelligences existent au Congo. Le problème fondamental, l'État ne les détecte pas, ne les mobilise pas, ne les met pas au travail au service de la nation. Dans son 2e entretien, il développe longuement cette question de l'absence de passerelle entre les laboratoires universitaires et les institutions politiques. Ce ne sont pas les universités qui créent l'État. C'est l'État qui crée les universités. Mais dans quel but? Pour que les universités réfléchissent sur les problèmes auxquels fait face la société et proposent des recettes. En d'autres termes, l'université existe pour le bien de l'État et non le contraire. Mais pour que l'université existe convenablement, il faudrait que ceux qui sont à la tête des institutions cessent de percevoir l'intelligence comme une menace, mais plutôt comme un outil de travail. Le docteur Makangu, qui a lui-même été formé à l'université de Kinshasa, affirme « J'ai été formé par des maîtres extraordinaires. L'intelligence locale existe donc, mais elle est ignorée, marginalisée, mise en quarantaine par un État hyperpolitisé. Qu'est-ce que l'hyperpolitisation? C'est juger chaque intellectuel non sur sa compétence technique, mais sur son appartenance politique, opposition ou majorité. Cette question pollue tout. Chaque mot prononcé risque d'envoyer le message « il est de quel bord ?» Or, l'intelligence doit rester incolore, inodore, transparente, selon le docteur Makangu. L'intelligence doit pouvoir servir l'État, quelle que soit la couleur politique du gouvernement en place. Il prend l'exemple historique de l'Égypte ancienne. Joseph, hébreu exilé, devient vice-roi d'Égypte sous Pharaon. Pourquoi? Parce que Pharaon cherchait l'intelligence pour résoudre les énigmes de la gestion de l'État. Peu importe l'origine ethnique ou religieuse de cette intelligence. Où trouverions-nous un homme ayant en lui l'Esprit de Dieu capable de résoudre ces énigmes? Demande Pharaon dans le récit biblique. Rien ne doit séduire un chef comme l'intelligence, selon le docteur Makangu. Si cette intelligence existe même chez l'ennemi, il faut l'attirer, la débaucher. Aujourd'hui, cela s'appelle l'espionnage intellectuel.
Il cite l'exemple chinois des années 1970. La Chine envoie des dizaines de milliers d'étudiants aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, pour qu'ils apprennent les technologies de pointe. Ces étudiants constituent aujourd'hui la classe politique et scientifique chinoise qui a transformé la Chine en deuxième puissance mondiale. Mais au Congo, le problème dépasse la simple absence de mobilisation des intelligences. Il y a la clochardisation progressive des universités évoquée dans le deuxième entretien. L'absence de cette passerelle a fait à ce que la clochardisation au niveau des universités, l'exclusion, la mise en quarantaine des intelligences universitaires fait que par besoin de survie, ces intelligences cherchent toutes à sauter pour quitter les sites universitaires et se retrouver dans des cabinets ministériels. Autrement dit, les meilleurs cerveaux universitaires congolais fuient l'université clochardisée pour rejoindre des cabinets ministériels où ils espèrent gagner leur vie. Mais une fois dans ces cabinets, ils ne font plus de recherche. Ils ne produisent plus de savoir nouveau. Ils deviennent conseillers politiques, perdant leur indépendance intellectuelle. Quand le docteur Makangu parle de clochardisation des universités, il fait référence à une réalité tangible. Professeurs payés irrégulièrement, bibliothèques sans livres récents, laboratoires sans équipement, bâtiments délabrés. Comment produire de la recherche de qualité dans ces conditions? Et quand l'État divorce ainsi de son propre futur en abandonnant ses universités, il signe son arrêt de mort à long terme. Un État ne peut pas survivre à moins de devenir lui-même l'incarnation de l'intelligence. Et ces intelligences ne sont pas générées dans les cabinets ministériels. Ces intelligences sont pensées, structurées dans les universités. Toute cette analyse des racines de l'impuissance congolaise nous amène à une conclusion intermédiaire avant la deuxième partie de cette émission que vous suivrez la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous avons diagnostiqué les racines. L'impuissance congolaise a deux sources entrelacées. Une source externe, historique, Berlin 1885, qui a conçu le Congo comme bien commun, espace de prédation légale pour les puissances coloniales. Cette logique persiste en 2025 dans les contrats miniers, dans le contrôle étranger de 87% de l'exploitation minière. Une source interne, contemporaine, l'ingouvernance érigée en système depuis l'indépendance. Les pillages de 1991-1993, la zaïrinisation ratée de 1973, les généraux qui détournent les budgets militaires, la justice paralysée qui ne poursuit personne, les universités clochardisées qui ne produisent plus de savoir. Nous avons vu comment les 4 piliers de la puissance sont tous effondrés. Économiquement, le Congo exporte brut et importe transformé. Politiquement, il vit dans l'instantanéité au lieu d'anticiper. Militairement, son armée manque de commandement compétent. Culturellement, il investit dans le marketing sans avoir construit la substance. Nous avons compris que derrière tout cela, il y a une mentalité construite sur 5 siècles d'esclavage et de colonisation. Une mentalité de dépendance, de diabolisation du local, de glorification de l'extérieur. Une mentalité qui déresponsabilise, qui cherche toujours le bouc émissaire externe. Nous avons constaté que les intelligences congolaises existent, mais sont ignorées, marginalisées, non mobilisées par un État hyperpolitisé qui perçoit l'intelligence comme menace plutôt que comme outil. Voilà le diagnostic. Les racines du mal sont identifiées, mais plusieurs questions demeurent sans réponse ce soir. Si nos racines sont si profondes, si notre mentalité est si dégradée, qui peut déclencher le changement? Le pouvoir en place, qui profite du système, l'opposition fragmentée, la société civile réprimée. Si la médecine peut corriger des malformations congénitales comme l'affirme le docteur Makangu, où sont nos médecins de l'État? Où sont les chirurgiens institutionnels capables de l'opération délicate de reconstruction? Si l'intelligence doit rester transparente et servir l'État, comment briser l'hyperpolitisation qui transforme chaque idée en affiliation partisane? Si le Congo doit se projeter vers 2060, qui définira la maquette de l'homme congolais que nous voulons construire?
Les politiciens actuels? Les intellectuels marginalisés? La jeunesse de 65% qui a moins de 25 ans? Ces questions, nous ne pouvons pas y répondre ce soir. Parce qu'avant de parler de solutions, il faut d'abord comprendre qui profite de cette impuissance. Quels dangers nous ignorons en nous fixant uniquement sur le Rwanda et surtout, quelles expériences d'autres pays africains peuvent nous éclairer. C'est exactement ce que nous analyserons la semaine prochaine dans la partie 2 de cette émission. Nous examinerons le Rwanda non pas comme simple ennemi, mais comme révélateur de nos faiblesses. Nous verrons pourquoi le docteur Makangu affirme que le vrai objectif rwandais n'est pas le pillage des minerais. Nous analyserons les leçons du Burkina Faso, du Mali, de la Tunisie, du Nigeria, où la frustration interne a renversé des régimes ou généré du terrorisme. Nous étudierons les solutions concrètes proposées par le docteur Makangu, déconstruction mentale, mobilisation des intelligences, leadership stratégique. Et surtout, nous poserons les questions difficiles que personne n'ose poser publiquement. D'ici là, réfléchissez à ce que vous avez entendu ce soir. Vérifiez par vous-même les faits que nous avons présentés. Les rapports de l'ONU sont publics. Les données économiques de la Banque centrale du Congo sont accessibles. Les témoignages du docteur Makangu sont visionnables en ligne. Ne nous croyez pas sur parole. Vérifiez, questionnez, creusez. Parce que votre Congo mérite mieux que la résignation. Votre Congo mérite mieux que les explications faciles et les boucs émissaires permanents. Votre Congo mérite la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Rendez-vous dans une prochaine vidéo, la deuxième partie de cette analyse. Je vous dis donc à très bientôt et bonne continuation. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.